Bonjour à tous les amis sur notre chaîne. Alors quoi de mieux que ce paysage de nature au milieu des vignes de la Saône-et-Loire pour parler de vélo. Et oui, ici on n'a pas de voiture, là où je me trouve, on n'a pas de vélo, donc il n'y a pas de conflit dont on va pouvoir parler. Mais nous allons nous intéresser plutôt à ce qui a changé fin novembre pour les cyclistes. Lors du travail du budget 2025, on a déjà eu l'annonce du report de ces plans vélo qui visent à améliorer les infrastructures qu'utilisent les cyclistes principalement au quotidien. Et le 27 novembre, un décret supplémentaire a mis encore un gros coup de canif dans ce qui était déjà en place pour les cyclistes. Et ça a généré pas mal de réactions, un peu d'émoi chez certains d'entre nous. On va essayer d'aborder ce sujet d'une manière assez dépassionnée pour voir quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, est-ce que ça peut changer foncièrement pour chacun d'entre nous. Alors ce décret du 27 novembre 2024 qui a été précisé par une communication du ministère de l'Intérieur le 10 décembre de la même année, concerne un certain nombre de changements et celui qui a fait un petit peu réagir le plus la communauté des cyclistes au sens large, que ce soit des utilisateurs du quotidien que des cyclistes plus sportifs ou qui ont l'habitude de faire des déplacements et des randonnées au long cours, c'est l'interdiction du feu arrière clignotant. On s'y en remonte un peu dans l'histoire. Pourquoi ce feu arrière clignotant a été autorisé? C'était déjà pour faciliter la visibilité du cycliste. Et donc là, on peut toujours s'interroger pourquoi aujourd'hui cette possibilité a été supprimée. Qu'on soit déjà clair, le feu arrière clignotant ne fait pas l'unanimité, que ce soit chez les usagers du vélo, que chez l'ensemble des spécialistes de la sécurité routière et qui s'intéressent à ce sujet depuis longtemps. La France s'était mise à autoriser le feu arrière clignotant quand d'autres pays européens se sont mis également à le faire. Et là aujourd'hui, grand revirement de position chez certains de nos voisins, et notamment côté de l'Allemagne, où le feu arrière clignotant a été interdit. Ils ont même coupé la commercialisation de beaucoup de produits qui étaient disponibles sur leur territoire national, au point où même les grands constructeurs ont dû totalement revoir leur gamme de produits. Par exemple, le Garmin Varia, qui est particulièrement apprécié des cyclistes qui font de la randonnée et même du cyclisme sportif, a été complètement modifié sur le territoire allemand, de sorte que là-bas, ils ont des modèles spécifiques. Donc ça montre là aussi que ce souci d'améliorer la visibilité, d'uniformiser un petit peu ce qui passe un petit peu partout en Europe, ça fait l'objet là aussi d'un travail, je ne sais pas s'il est commun, mais en tout cas un travail assez coordonné. Donc derrière ça, il y a quand même un coin positif pour les transfrontaliers, pour ceux qui ont l'habitude de passer d'un pays à un autre. Le fait d'avoir des règles claires, uniques, ça facilite aussi la compréhension de ce que l'on doit faire lorsqu'on se trouve dans un autre pays. Si les règles sont les mêmes, c'est beaucoup plus simple de s'y adapter. Donc en l'occurrence, sur le feu arrière clignotant, sur le point de vue réglementaire et sur le point de vue de l'homogénéisation des règles entre l'ensemble des pays frontaliers, c'est plutôt positif. Alors, il y a des points négatifs, il faut bien le reconnaître, c'est que si beaucoup d'usagers ont adopté le feu en position clignotante, c'est déjà parce que la plupart du temps, ça leur confère une meilleure autonomie. À partir du moment où c'est autorisé et que ça confère une bonne autonomie, on est plus enclin à l'utiliser et ensuite à s'habituer à cet usage. Mais comme je l'ai dit un petit peu avant, l'usage de ce feu arrière clignotant ne fait pas forcément non plus l'unanimité en matière de sécurité routière. Il y a pas mal de situations où le feu arrière clignotant
est un faux ami. Cela peut donner des informations erronées de distance lorsqu'on se trouve en race campagne notamment. En ville un peu moins, puisqu'on a souvent un éclairage diffus qui permet de compenser un peu cette difficulté à apprécier les distances. Ce qui fait que ce changement-là, s'il est vécu comme vraiment une atteinte à une forme de liberté d'utiliser telle ou telle chose, en pratique, il y a quand même de bonnes raisons pour ne pas s'en offusquer aussi fort que certains le font. Moi, ce qui me pose plus problème dans cette histoire-là, c'est le timing. Non seulement la communication, elle est complètement nulle, on découvre ces choses-là un peu du jour au lendemain, on n'a pas de communication large, on n'a pas de publicité de ces changements de manière immédiate et même, je dirais même plus, en avance de phase pour pouvoir faire en sorte que les gens s'y habituent et soient au courant. J'ai discuté la semaine dernière avec un certain nombre de personnes que j'ai croisées qui en faisaient usage et qui m'ont dit ne pas être au courant de ce changement, quand bien même ils soient très à l'écoute de tout ce qui tourne autour du vélo et de la pratique du vélo. Donc on a un vrai problème de timing. Le décret est publié en plus en plein hiver. C'est beaucoup plus simple d'instaurer ces changements dans des périodes où on va moins utiliser les feux arrière, ce qui fait qu'on peut changer progressivement son matériel si son matériel ne permet pas d'avoir une position de feu arrière fixe. Donc là, on est vraiment dans un mauvais timing et ça, pour moi, c'est le très très gros problème de ce décret. Ensuite, on a d'autres choses qui sont intéressantes. On a l'officialisation de l'utilisation d'un second feu, bien entendu non clignotant, qui a les mêmes caractéristiques que le feu principal et qu'on va pouvoir disposer sur son corps, qu'on va pouvoir disposer sur un sac à dos, sur un casque. Donc ça, c'était mis en pratique par pas mal d'usagers. On a notamment un certain nombre de casques qui disposent déjà d'un feu intégré et que les gens utilisaient. Là où cette précision dans le code de la route est importante, c'est qu'elle reprécise clairement que le feu principal est celui qui est fixé sur le vélo. Pour beaucoup, à partir du moment où on était équipé d'un feu sur son corps, sur le casque ou voilà, à n'importe quel autre endroit sur soi, c'était l'équivalent du feu qui était obligatoire. Et ce n'était pas du tout le cas, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, le feu obligatoire est obligatoirement fixé sur le vélo. Ce décret-là, il reprécise clairement, et ça c'est important, le fait que le feu principal, il est fixé sur le vélo et non sur le cycliste. Alors pourquoi ceci est important ? Souvent, quand j'aborde ce sujet-là avec des gens que je connais, ils ne comprennent pas pourquoi le fait d'avoir un feu obligatoirement fixé sur le vélo a une importance. Dans l'ensemble des textes qui régissent tous les feux, les signaux qui équipent les véhicules, on a des notions de hauteur, d'angle, qui permettent là aussi d'apporter un signal unique et une information cohérente, quels que soient les types de véhicules. Ça apporte déjà une première information qui n'est pas claire. Le feu est tout en haut. Ça représente quoi comme engin, comme objet, comme personne? C'est difficile à déterminer comme ça très facilement. D'une autre façon, dès lors que vous avez un feu sur le corps, vous avez la possibilité de vous tourner, de changer de position et finalement de masquer le feu de la vision des personnes qui se déplacent derrière vous et donc d'apporter là aussi un mauvais signal, une mauvaise information dans l'appréciation de la distance, dans la détection de l'usager qui se trouve juste devant. Donc c'est valable également pour les feux que l'on va trouver à l'avant du vélo. Donc ce décret, pour moi, sur pas mal d'éléments, il est assez utile, même s'il participe aux millefeuilles de textes qui s'ajoutent chaque année et qui ne sont jamais unifiés. Sur la partie qui concerne les gilets de visibilité, c'était déjà autorisé, hein, ce qui est précisé dans ce décret était déjà autorisé puisque en juillet 2020, on a eu un certain nombre de modifications dans l'arrêté de 1954 qui définit
la majorité des règles applicables aux véhicules ainsi qu'aux cyclistes concernant l'éclairage et la signalisation. Je vous avais parlé d'ailleurs il y a quelques semaines des changements de juillet 2020 concernant l'utilisation de réflecteurs adhésifs. C'est vraiment quelque chose de très utile, de très pertinent, mais pourtant dont il n'est fait aucune publicité, quelles que soient les sources, y compris dans toutes les informations de la sécurité routière. Donc si on résume déjà les premières dispositions qui concernent l'éclairage du cycliste par l'intermédiaire de ce décret, moi je considère que les choses qui sont publiées, c'est pas déconnant. Ça apporte juste quelques problématiques techniques qui ne sont jamais réglées et qu'il faudrait traiter absolument. On nous parle beaucoup d'exigences qui sont portées à destination du cycliste lui-même, mais c'est souvent aussi laisser la part à trop de facilité à ceux qui fabriquent et qui commercialisent les vélos. Enfin, le dernier point qui a été également reprécisé dans ce décret, c'est le positionnement du cycliste sur une voie de circulation. Il est évident que le fait d'avoir régulièrement des cyclistes de front, ça peut participer à un agacement, même si jusqu'ici, certaines pratiques n'étaient pas interdites. Elles étaient même précisées dans le code de la route. Ce décret modifie légèrement les endroits où on peut être à deux de front en précisant les conditions avec lesquelles on peut le faire. Reste que ce n'est pas non plus l'élément majeur de ce décret. L'élément majeur est vraiment cette modification un peu du jour au lendemain de l'utilisation du feu arrière clignotant. Alors on en reste là sur cette vidéo. Je vous laisse réagir si vous voulez. Si vous n'avez pas le même avis que moi, j'accepte totalement que vous n'ayez pas le même avis que moi. On pourra en discuter dans la boîte commentaires. Et je vous laisse sur ces mots avec ces paysages de Saône-et-Loire.